8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Pialou. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus. Aujourd'hui, c'est le retour des boîtes de nuit, c'est le retour des pop-corn au cinéma et du café debout au comptoir dans les bars. Mais commençons d'abord par le pass vaccinal parce que là, j'ai pas compris grand-chose. Hier, il a été durci. Le délai entre les 2 premières doses et la dose de rappel a été raccourci à 4 mois. Il y a 4,5 millions de Français qui ont donc perdu leur passe vaccinal s'ils n'ont pas fait à temps leur 3e dose. Et dans le même temps, on nous dit que ce passe vaccinal, il va disparaître d'ici 3 semaines ou 1 mois. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut le durcir ou il faut l'enlever? De toute façon, le problème, c'est le en même temps. Vous avez raison. C'est effectivement, on a une décrue claire qu'on goûte sur l'hôpital. On a arrêté les cellules de crise hier, mais c'est vrai que tout ça va extrêmement vite. Il y a un calendrier qui est affiché donc, par l'exécutif, qui va jusqu'au 28 février, je crois, pour les mesures que vous avez citées. Et puis en face, effectivement, il y a des mesures qui ont été prises avant, dont celle du pass vaccinal. Le pass vaccinal, il ne faut pas oublier que ce n'est pas pour remplacer le masque, ce n'est pas pour remplacer les mesures barrières, c'est pour avoir une incitation très forte, contrainte, à la vaccination et au rappel. Ça a bien marché, notamment quand le président de la République l'a annoncé. Et puis, il y a eu un effet d'effritement qui fait qu'inévitablement, c'est pas quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais inévitablement, le pass vaccinal va disparaître. En plus, on a, comment dirais-je, en tout cas, va disparaître momentanément. C'est ça aussi qui est important. Momentanément ? Je vais m'arrêter un instant sur ce mot, parce que momentanément, ça veut dire que vous laissez dire qu'en fait, on va passer notre vie à jongler entre les remontées et les décrues de cette maladie. Apolline de Malherbe, les gens qui savent ce qui va se passer après l'Omicron mentent. Personne ne sait ce qui va se passer avec l'Omicron. Il y a plusieurs scénarios possibles. On peut en faire 3. 1, c'est la fin. Effectivement, c'est la fin. Mais tout ça, ça rentre dans le monde animal. Il y aura des infections dans les pays où on n'est pas vacciné, etc. C'est la fin de la pandémie après 2 ans. Ça, c'est le scénario idéal. L'autre scénario, c'est un variant d'échappement suivant à Omicron qui arrive parce qu'il y a une circulation virale qui baisse, mais qui est extrêmement importante. Il faut le rappeler quand même. Donc, un variant qui arrive. Et le troisième, c'est un scénario intermédiaire qui est qu'on aura des phases, comme on dit, épidémiques. C'est-à-dire, alors on dit oui, comme la grippe. Non, pas comme la grippe, ni comme le rhume. Des phases épidémiques avec ce coronavirus ou un autre, et qu'il faudra gérer, soit avec des rappels à l'automne, etc. Pourquoi je vous dis momentanément ? Comment on va faire pour vacciner les gens en automne ? Enfin, tout le monde s'entend et il va y avoir des recommandations pour dire qu'à l'automne, il va falloir un rappel. Un rappel adapté à ce que... C'est-à-dire une 4e dose dans les faits. Un deuxième rappel, oui. Mais alors, est-ce que ça sera pour tout le monde ? Est-ce que ça sera pour... Les pays ne savent pas. Chaque pays choisit. Il y a des pays qui choisissent, par exemple, de faire des deuxièmes rappels ou des 4e doses à des personnes qui sont plus vulnérables. C'est probablement ce qui va se passer. En tout cas, ça sera le minimum. Et je pense que ça va être annoncé dans les jours, notamment pour les plus de 80 ans. Annoncé dans les jours qui viennent, cette idée d'un rappel obligatoire pour les plus vulnérables. Pour les plus vulnérables. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment désobligeant dans ces annonces, c'est qu'il n'y a pas de critères en face. On dit les Danois, mais les Danois, la campagne d'explication des Danois, elle est très spectaculaire, parce qu'elle explique pourquoi ils prennent ces décisions. Alors pourquoi ? Ils prennent ces Pourquoi décisions. Pourquoi ils lèvent toutes ces restrictions d'un coup ? D'abord parce qu'ils ont un taux de vaccination quand même un peu plus élevé que le nôtre, premièrement. Deuxièmement, ils ont une habitude d'hygiène, en discutant là avant cette émission, dans les regrets qu'on a, c'est qu'on n'a pas réussi en 2 ans à installer une politique d'hygiène en France. Qu'est-ce qui manque ? J'ai l'impression quand même qu'on se lave énormément les mains, qu'on continue souvent à mettre le masque. Vous avez tort. Non ? Mettez des marqueurs à la sortie des toilettes, vous serez surpris. Il y a des gens qui sortent des toilettes sans se laver les mains. Et les solutions hydroalcooliques, plus personne n'en achète. Enfin, quasiment plus personne. Et le masque, à partir du moment où il ne va pas être obligatoire, ça sera un sujet très intéressant sociologiquement. Qui va porter le masque, à part moi ? Qui va porter le masque ? Vous le portez encore en ce moment même, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Parce que c'est pour la pédagogie aussi. On peut pas faire comme si les choses étaient réglées. Il y a une circulation virale. Il est symbolique, là, votre masque, c'est ça que vous voulez dire ? Il est symbolique, à la fois, on ne s'est pas parlé sur ce qu'on a fait dans les jours qui précèdent, mais oui, il y a une valeur pédagogique. Là, on est à distance, on est tous les 2 vaccinés avec un rappel, etc. On pourrait imaginer que... Mais je pense qu'il y a une pédagogie. C'est-à-dire que le masque, ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il ne sera pas utile. Et je prends l'exemple souvent du préservatif. Le préservatif n'a jamais été obligatoire. Ce n'est pas pour ça qu'on ne le conseille pas quand on a une exposition à risque. Donc il faut continuer à avoir des gestes barrières, il faudra continuer à aérer, il faudra
faudra continuer à se laver les mains, il faudra continuer à porter le masque quand on se sent malade. Exactement, parce qu'on n'est pas sorti de cette affaire. Ce que vous nous dites, c'est que les Danois sont plus propres que les Français. Ils sont plus vaccinés. Par exemple, les Danois, on n'a pas fini sur les Danois, mais les Danois, ils ont 50% de leurs enfants de 5 à 11 ans vaccinés. Vous savez combien on est en France? 5%. Donc voilà, il faut arrêter de se comparer à ce qui n'est pas comparable. Et puis, il y a une hygiène des pays du Sud qui est moins bonne que les pays du Nord, et encore moins que l'Asie. Voilà, l'Asie, on n'a pas installé le fait qu'un masque, ce n'était pas forcément une discrimination. Les gens qui vont porter le masque, ça va être qui dans la rue maintenant? Il y a déjà eu des papiers, vous avez vu, déjà des papiers qui ont dit ça va être les hypochondriaques. Non, ça va être aussi les gens qui n'ont pas envie d'être contaminés, qui n'ont pas envie d'être contaminants pour les personnes les plus fragiles. Donc il ne faudra pas les stigmatiser, les moquer, comme vous avez déjà l'impression qu'on le fait. Oui, à partir du moment où ce ne sera pas obligatoire, on dira mais pourquoi il y a un FFP2 Mais Gilles Pialou, vous avez quand même commencé par dire qu'en effet, ce passe vaccinal, on avait un petit peu du mal quand même à s'y retrouver et à comprendre. Oui, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Enfin, il n'y a pas de cohérence dans la tête des Français parce qu'on leur a bassiné le passage du passe sanitaire au passe vaccinal. Et là, tout d'un coup, on leur dit mais peut-être que le passe vaccinal, on va l'arrêter. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre pour les Français. Et je pense que ça va être le rôle du ministre de la Santé d'avoir un peu de pédagogie sur ça à partir du moment où on aura un calendrier sur ce pass. Est-ce que le fait que les restrictions ont été levées, je le disais à partir d'aujourd'hui, notamment les boîtes de nuit, c'est évidemment un marqueur très, très fort. Les boîtes de nuit rouvrent ce soir. Est-ce que c'est motivé par des décisions politiques parce qu'ils tiennent compte de la lassitude des Français, etc. Ou est-ce que c'est motivé par des réalités sanitaires ? Non, c'est pas motivé. On est tous à dire, Arnaud Fontanet aussi, puisque c'est un des premiers qui a montré que les boîtes de nuit étaient aussi un lieu de contamination. C'est pas pour stigmatiser le milieu de la nuit qui a déjà lourdement payé ces 2 années, comme la restauration, etc. Donc moi, je suis pas à stigmatiser les milieux du travail. Je suis juste à dire qu'on ne peut pas dire que c'est pas un niveau de circulation virale. Oui. C'est pas des raisons sanitaires. Non, c'est pas des raisons sanitaires. C'est un rapport entre une décroissance de circulation virale et une obligation économique et sociale, donc que je comprends. Après, il faut expliquer aux gens que s'ils ont des facteurs de risque, s'ils ont autour d'eux, parce que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que c'est une libération individuelle, c'est les gens qui vont aller en boîte de nuit, c'est les gens qui vont aller dans les bars. Et il faut voir aussi le contexte dans lequel ils vivent. S'ils ont quelqu'un qui fait partie des 260 000 personnes immunodéprimées qui n'ont pas de protection vaccinale, s'ils sont des personnes très âgées qui n'ont pas eu le rappel, etc., c'est pas le même comportement à avoir. Vous invitez ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ce matin à une sorte d'autodiscipline, de responsabilité personnelle. Mais qui passe pas forcément par le fait de ne pas sortir, qui est par le fait de faire des tests. Par exemple, quelque chose qui me fait extrêmement peur, je ne sais pas si on va en parler, on commence à dire, oui, il faut arrêter de dépister, tout ça. Bien sûr qu'il faut arrêter de dépister les gens qui ont juste le nez qui coule, parce que ça n'a pas de sens. Mais arrêter le dépistage, c'est extrêmement grave pour le suivi de l'épidémie. Arrêter le dépistage. J'entends ça, il y a des experts de plateau télé qui disent ça. C'est effectivement envisagé par le gouvernement qui dit qu'il se pose la question de savoir s'il va falloir continuer à tester de manière systématique les cas contacts. D'accord, mais ça veut dire reformater le dépistage. C'est-à-dire le dépistage pour les gens qui sont à risque, pour les formes graves, pour les formes cliniques. Je suis d'accord qu'il faut le reformater. Ça n'a plus de sens maintenant de dépister comme ça. C'est reformater, pardon, mais pour qu'on comprenne c'est-à-dire bien. De prioriser, de faire que par exemple, la Haute Autorité de Santé nous dise, voilà, les gens qui sont priorisés pour le test, et c'est eux qui seront remboursés. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le test systématique pour les enfants quand il y a eu un malade. C'est différent, mais c'est vrai qu'on va abandonner le dépistage. De toute façon, il n'y a jamais eu de dépistage sur les enfants en France. C'était un dépistage. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais ça a été un dépistage. Il faut dire qu'on les a dépistés, nos enfants. Oui, je dis un dépistage organisé, comme au Danemark, en Autriche. Comme il avait d'ailleurs été envisagé à un moment qu'il y ait un dépistage massif des écoles. Ça n'a jamais été mis en place. Mais c'est très important le dépistage. Même si on le réduit, il ne faut pas le lâcher. Parce que les variants, ils existent. Le premier variant d'Omicron, le variant du variant, le BA1, c'est 10% en Ile-de-France. Vous voyez, c'est pas rien. Donc c'est extrêmement surveillé par l'exécutif, par le ministère de la Santé. Et puis il y en a un autre, là, un autre variant encore qui est là autour d'Omicron. Et il faut évidemment surveiller ces variants. Et puis il faut surveiller toutes les personnes qui sont vulnérables. On va s'arrêter un instant sur ce que vous dites. Vous parlez d'un variant qui est là autour d'Omicron, mais d'abord sur la question des tests. C'est la date du 28 février, en effet, qui a été évoquée pour à la fois
on n'aura plus besoin de 3 tests quand on est cas contact, un seul suffira. C'est aussi l'idée d'une réduction des coûts face au coût massif des tests. Des réflexions sont en cours, voilà ce que dit le ministère de la Santé au journal Le Monde. Des réflexions sont en cours pour recentrer les tests sur les seules personnes symptomatiques et les personnes fragiles. C'est ce que je vous disais, on va recentrer. C'est ça qui vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on abandonne le test. Non, je trouve, j'ai dit exactement la même chose que ce que vous venez de lire, c'est-à-dire de recentrer les tests sur des populations. Et puis il y a une autre façon, vous savez, en santé publique, c'est de faire des tests-tests, c'est-à-dire d'avoir des lieux tests. C'est-à-dire de prendre, par exemple, une entreprise, une école, une ville. Ça avait été annoncé au début. Vous vous rappelez, l'exécutif avait annoncé 3 villes tests. Ça, c'est très important, qu'ils soient représentatifs, des échantillons représentatifs, qu'on ait une idée de ce qui se passe. On s'en souvient. Vous vous souvenez ? Eh ben, ça, c'est très important de maintenir ça, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et que franchement, on en a tous ras-le-bol de cette pandémie. Vous avez évoqué la question d'un nouveau variant. On parle du Deltacron. Le Deltacron qui a été découvert début janvier à Chypre, qui serait une sorte de fusion entre Delta et Omicron et qui a également été identifié au Royaume-Uni. Le 11 février, l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni a annoncé avoir identifié chez une malade contaminée cette mutation. Est-ce qu'elle vous inquiète ? Non, parce que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a été repéré comme étant quelque chose qui diffuse. Donc c'est vraiment une curiosité. Effectivement, à partir du moment... Ça peut être aussi une co-infection qui fait que donc la personne est infectée par 2 variants et qu'il y a effectivement un mariage entre les deux. Non, c'est pas ça ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est les variants d'échappement d'Omicron. Parce que les gens pensent que parce que Omicron a rendu moins malade, l'après-Omicron, s'il arrive, rendra encore moins malade. Mais ce n'est pas du tout la logique du virus. C'est pas une logique. C'est-à-dire qu'on a en effet l'impression que c'est comme si on descendait un escalier et qu'à chaque fois, chaque variant était moins grave que le précédent. C'est un fantasme. L'objectif du variant, ça c'est Darwin, l'objectif du variant, c'est d'échapper à la réponse immunitaire induite par l'organisme ou induite par le vaccin. C'est tout ça son objectif. Puis si au passage, il rend plus ou moins malade, il n'y a pas de logique par rapport à ça. C'est pas son problème. C'est pas son objectif. Voilà. L'objectif, c'est d'échapper. Donc, Gilles Pialou, vous continuez à être inquiet de la possibilité qu'il y ait d'autres variants? Je continue à être préoccupé. D'abord, qu'ils ne le seraient pas. Enfin, je veux dire, ceux qui vous disent qu'il n'y aura pas de variants, vous mentent. Moi, je ne vous dis pas qu'il y en aura. Je vous dis que ça doit faire partie des décisions et de laisser dans la tête des Français que, voilà... Personne ne peut écrire ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Le masque, notamment à l'automne. Le masque, Gilles Pialou, je le disais, vous le portez encore. Il est évoqué la date de mi-mars par le ministère de la Santé pour rendre possible d'aller dans les lieux où on aura besoin du pass vaccinal. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs si on en aura encore besoin ou pas, mais enfin, les lieux identifiés comme des lieux où l'on avait jusqu'à présent besoin du pass vaccinal. Dans ces lieux-là, qui sont des lieux fermés, nous n'aurons plus besoin du masque. Restaurants, discothèques à partir de ce soir. Ça ne sera pas obligatoire. Ça ne sera plus obligatoire, sauf dans le train. Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous vous dites, oui, on peut lever l'obligation du masque à partir de la mi-mars? D'abord, là, ça mélange tellement de choses. Comme vous le savez, il y a des élections et qu'évidemment, les annonces de ce type-là sont très attendues par une population qui n'en peut plus des mesures qui ont été souvent présentées comme totalement liberticides, ce que je peux comprendre parfois. S'agissant du masque, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est attendu. Deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est que quand vous dites mi-mars, c'est qu'on aura l'effet de ce qui se passait. Là, on est le 16 février, donc on va voir déjà l'effet du 16 février. Ça va très vite avec Omicron, c'est 2-3 jours de temps d'attente. Donc on va avoir, une semaine après, on va voir ce qu'a fait le 16 février. Après, on verra ce qu'a fait le 28 février. Vous voyez, toutes les dates qui ont été annoncées par l'exécutif. On verra ce qui se passe dans la circulation virale, sauf évidemment si on arrête de dépister en même temps. Mais ce qui n'aurait pas de sens. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que mi-mars, on aura l'information sur toutes ces dates. Ce qui me frappe quand même, c'est que vous-même, vous évoquez aussi la question de l'élection présidentielle. Il se trouve qu'elle arrive en effet le 10 avril. Ce qui me fait penser à ce que vous disiez en début d'interview. Vous rappelez quand même qu'il n'y a pas de corrélation très nette entre les indicateurs sanitaires et l'agenda qui peut être aussi un agenda politique. Oui, ça, quand vous prenez les derniers avis du Conseil scientifique, vous voyez bien que là, il y en a beaucoup qui n'ont pas été suivis très clairement, hein, notamment depuis maintenant près d'un an. Donc ça fait partie. Mais ça, c'est le rôle du politique d'être dans son rôle. Moi, je suis dans mon rôle d'expert, sauf que voilà, quand je rentre, j'ai une salle, j'ai des cellules de crise qui se sont arrêtées hier.
donc premier jour sans cellule de crise. Et puis j'ai un service qui effectivement est en train de se vider. Mais justement, racontez-moi et on est content de votre ça. service. Mais il n'est pas vide. Gilles Pialou, vous dites il est en train de se vider. Mais précisément, et je vais être tout à fait honnête, quand j'ai choisi de vous inviter ce matin, c'était d'abord parce que c'était une journée très symbolique, parce que c'est ce moment où en effet, notamment les boîtes de nuit rouvrent, et ça c'est très, très symptomatique. Et je m'étais dit, ça va être peut-être une des dernières fois où je recevrai un médecin. Et pardon de vous le dire, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et pour autant, on fait d'autres choses que le Covid. Pour autant, j'ai étudié les chiffres. Et en regardant les chiffres avant de vous recevoir, en effet, il est frappant qu'ils sont encore très élevés. Ils sont encore très élevés. Au moment où on se parle, les hôpitaux français comptent 31 532 malades du Covid, 3 296 qui sont en réanimation. Et le nombre de morts reste très élevé. 385 morts tout le monde s'en fout. Du Covid hier, 385 hier, 11 300 décès du Covid, rien que depuis le début de l'année. Et nous ne sommes que mi-février. Bien sûr, il y a eu une minimisation. J'avais fait une tribune dans l'Express là-dessus, sur la mort qui a été complètement invisibilisée. Au début, on a dit, c'est pas grave. Finalement, c'est les personnes âgées qui meurent. On entendait, oui, de toute façon, ils n'avaient plus qu'un an à vivre. C'était inacceptable, ce discours qu'il y a eu au début sur les personnes âgées qui décédaient. Et puis maintenant, voilà, alors oui, ils ont des comorbidités. Maintenant, la nouveauté, c'est comorbidité. Vous avez une comorbidité, c'est normal que vous mouriez. Moi, j'en ai des comorbidités, j'ai absolument pas envie de mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut aussi revenir un peu sur la réalité. Les 380 morts dont vous parliez, je réfléchissais en venant en voiture, c'est pratique. Les accidents de la route. Je veux dire, mais c'est combien d'accidents de la route en France? C'est 8 par jour. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Et quand il y a eu finalement une baisse comme ça sur 50 ans de la mortalité par la prévention routière, à partir du moment où ça a baissé, alors vous allez me dire, c'est pas pareil. Tout d'un coup, on s'est pas dit, on arrête, on monte le niveau d'alcoolémie acceptable, on augmente la vitesse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a maintenu cet écrasement. Donc, ça serait bien aussi qu'il y ait des mesures qui permettent de maintenir qu'il n'y ait pas ces centaines de décès. Et je pense que tout le monde est conscient que c'est important d'avoir ça en ligne de mire et de ne pas oublier ce détail. décès depuis le début 2022. Dans votre service à vous, Gilles Pialou, qui sont ceux qui sont hospitalisés? Quel âge ont-ils? Alors, évidemment qu'ils ont plus souvent plus de 60 ans, ça c'est clair. Moi, je ne suis pas en réanimation, je vous parle en hospitalisation, ça c'est sûr. Ce qu'on voit actuellement encore, là, qui continue de rentrer, effectivement, comme vous l'avez souligné, mais qui rentre beaucoup moins. Et il y a un chiffre qui est très important, c'est le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont positives par rapport au nombre de gens qui se font tester. Parce que le nombre qu'on voit là, le nombre de tests, en fait, ça. Le nombre de tests, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas grand sens. Si les gens arrêtent de se faire tester, vous savez très bien que la courbe des tests, elle est à moins 26% là, dans le dernier mois. Donc, le taux de positivité est encore très élevé en Ile-de-France, par exemple. Il est de 17%, ce qui est beaucoup dans l'histoire. Pour répondre à votre question, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas fait le rappel. Alors, il y a des non-vaccinés, bien sûr. Il y a bien sûr quelques anti-vax, mais c'est très minoritaire. Il y a des gens qui ont pas eu accès au rappel. Et ça, il faut le redire, qu'il y a des gens qu'on n'est pas allé chercher parce qu'ils sont tout simplement isolés. Ça peut être des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Ça peut être des personnes qui ne comprennent pas bien le français, qui n'ont pas accès à l'information. Ça vous peut être incroyable, vous, en tant que journaliste. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on peut se faire vacciner et qu'il fallait qu'un rappel allait leur sauver la vie, etc. Et puis, il y en a beaucoup qui étaient dans... J'attendais. Voilà, j'attendais. Et souvent, ceux qui ont eu pas de dose, qui ont réussi à échapper à ça et qui se retrouvent en réanimation, c'est vrai qu'après, ils vous expliquent qu'ils ont eu tort d'attendre. Et puis, bien sûr, vous avez ceux qui n'ont pas l'efficacité vaccinale. Et je pense notamment aux personnes immunodéprimées. Gilles Pialou, vous le disiez, tout cela, c'est aussi dans un contexte. Il y a des comorbidités, même si vous regrettez qu'on ait l'air presque de minimiser dans ces cas-là la raison de la mort qui reste le Covid. Il y a eu ce chiffre qui a été annoncé hier par l'ANSES, l'agence qui s'occupe de notre santé à nous tous Français, qui s'inquiète de la sédentarité des Français. Seuls 5% des Français font suffisamment de sport pour être en bonne santé. Est-ce que ça a aussi une corrélation? Est-ce que dans l'hygiène que vous disiez, l'hygiène de vie qu'il faut qu'on continue à maintenir après, il y a aussi cette question de l'hygiène du sport et de l'activité? Bien sûr, bien sûr. Quand je parlais d'hygiène, vous avez raison, je ne parlais pas seulement au sens du lavage des mains et du risque de transmission. Je pensais aussi, effectivement, et on sait très bien que cette crise a
a rendu tous ceux qui avaient besoin, je pense aux diabétiques, je pense aux maladies cardiovasculaires, etc., qui n'ont pas eu accès aux salles de sport. Bien sûr qu'il y a eu des effets collatéraux. C'est pour ça qu'aussi qu'il faut arrêter de dire que cette épidémie est terminée, même si elle se terminait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y aura tous ceux qui se sont fait attraper par des symptômes qu'on appelle Covid long ou autres, dont il faudra aussi parler. Et il y a tous ceux qui ont eu un retard. Alors, c'est pas toujours... Je vous sens presque découragé un peu ce matin, Gilles Pialou. Non, parce que je trouve que les choses vont vite et que... quand je parle comme ça, on dit bah oui, mais c'est l'enfermiste et tout ça. Mais non, mais c'est qu'on voudrait vraiment en finir. Vous voyez ce que je veux dire? On voudrait vraiment en finir. Donc la sortie, si vous voulez, c'est très important, la sortie de crise. Et c'est pas du tout... c'est pas que de l'annonce. C'est aussi d'avoir un plan de suivi, d'avoir une vigilance. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis comme je le redis sur l'hygiène, de ne pas avoir tiré les leçons de ces 2 années de pandémie sur certains points. Je parle à l'hygiène, je parle le fait d'avoir une veille, d'être très vigilant sur les variants, des choses comme ça. Il faut avoir tiré les leçons de ce qu'on n'a pas bien fait, par exemple. Il faudra maintenir toutes ces leçons. Collectivement. Hein. Vous l'aviez dit d'ailleurs, vous aviez écrit « Nous n'étions pas prêts ». Je signale d'ailleurs au passage que vous publiez cette semaine Comme un léger tremblement, qui est plus du côté du roman, même si votre expérience médicale est évidemment au cœur de ce roman encore. Gilles Pialou, vous considérez que même lorsque le masque ne sera plus obligatoire, il faudra ne pas hésiter à le maintenir. Olivier Véran, ce matin, estime fort probable que la fin du masque en intérieur puisse arriver autour de la mi-mars. Merci à vous, Gilles Pialou, qui rappelait ce matin que l'épidémie n'est tristement pas terminée. Ce n'est peut-être pas la dernière fois donc que je recevrai un médecin. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.